ce matin pour évoquer donc, ce sujet de la chaleur solaire collective. Ce que je vais faire, c'est que pendant la première partie, je vais vous présenter donc, les éléments que nous avons choisi de vous présenter ce matin. Et puis pendant cette partie-là, je désactiverai les micros. Et ensuite, à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc je vais couper les micros et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement vous présenter les intervenants et l'action. Donc, Enerplan, nous sommes le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Depuis 1983, donc, nous représentons en France tous les acteurs de la filière solaire, de toute taille et sur toute la chaîne de valeur de la filière, pour représenter donc, nos adhérents, défendre l'intérêt de la filière et puis également, évidemment, assurer son développement et agir pour que la filière soit promue, à la fois en ce qui concerne la partie solaire du photovoltaïque et également la partie du solaire thermique. En ce qui concerne le solaire thermique, donc nous avons des actions dans le domaine individuel et dans le domaine de la chaleur solaire collective. Cette animation, elle se concrétise au travers de l'initiative SOCOL. Donc c'est par rapport à ce contexte qu'aujourd'hui nous vous présentons ce webinaire. Donc ça fait partie de cette initiative SOCOL. L'initiative SOCOL, elle existe depuis 2009. Donc c'est Enerplan qui l'a créée, avec le soutien de l'ADEME dès le départ et depuis 2013 également le soutien de VRDF. Nous avons aujourd'hui plus de 2500 acteurs qui se sont inscrits sur la plateforme SOCOL. Donc ces inscriptions, cette participation, elle est complètement gratuite. Elle est ouverte à tous les acteurs en fait, qui s'intéressent au solaire thermique collectif. Donc ça peut être évidemment des professionnels, des maîtres d'ouvrage, des institutionnels. Et le but de SOCOL, c'est de se regrouper et donc aussi d'utiliser l'expertise d'un certain nombre de professionnels et de maîtres d'ouvrage également, pour mettre à disposition de la filière des outils, des structurations, ce qui concerne tout ce qui est bonnes pratiques, tout ce qui est formation, qualification, etc. Et également d'aider les maîtres d'ouvrage dans leurs projets en leur donnant toute une série d'outils, d'appui, d'accompagnement qui leur permettent d'accéder à un projet solaire thermique de manière beaucoup plus facile et dans la confiance. Donc nous avons depuis 2015, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle un plan de filière en fait, qui est structuré sur 3 ans avec l'ADEME. Ce plan de filière, il agit à la fois sur un axe technique. Donc nous avons des acteurs qui se retrouvent régulièrement, qui partagent et qui contribuent à la mise en place justement et au développement de ces outils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce processus d'accompagnement qu'on met à disposition de tout le monde. Et ensuite, on va communiquer sur ces outils pour que ce soit porté à connaissance des personnes qui en ont besoin. Donc c'est effectivement les maîtres d'ouvrage, mais ce sont aussi les bureaux d'études, les installateurs, les exploitants, etc. Donc cette visibilité, elle se fait à la fois au niveau national, mais elle se fait aussi au niveau régional. Donc la volonté, c'est à la fois qu'on ait cette proximité donc, qui se fait souvent, bien sûr, avec l'intermédiaire et en équipe avec les directions régionales des ADEME. Donc à la fois pour vous communiquer sur cet accompagnement SOCOL, sur les nouveautés aussi qu'on peut avoir à vous diffuser, et puis aussi d'avoir votre retour, savoir dans votre région quelles sont justement les initiatives qu'il peut y avoir au niveau du solaire thermique collectif, quelle est votre opinion, qu'est-ce qui pour vous pourrait vous permettre de développer des projets de manière plus simple, quels sont éventuellement les freins. Et donc c'est justement en échangeant
sur le terrain avec les acteurs qu'on a identifié des nécessités de développer des outils et aussi parfois de communiquer sur des freins qui ont été identifiés. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente ce webinaire. Et alors, encore une fois, tous les outils et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui en ce qui concerne Socol, c'est en accès libre et gratuit sur le site internet de Socol. Et donc, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs terrain, on a finalement rencontré plusieurs freins, plusieurs idées reçues souvent qui venaient dans le processus de décision de se lancer dans un projet. Et on s'est rendu compte que parfois, ces idées reçues, en fait, elles tenaient à des éléments qui n'avaient plus lieu d'être aujourd'hui et qui restaient quand même dans l'esprit de la filière. Donc, on a souhaité réaliser ce webinaire pour informer de ce qui avait évolué au niveau de la filière, au niveau de la réglementation, etc. Et pour permettre justement de vous faire part de cette nouvelle dynamique qui est aujourd'hui possible dans la chaleur solaire collective. Donc ces 10 idées reçues, elles commencent par celle qu'on rencontre souvent qui est de dire finalement dans le sud ça marche, mais dès qu'on monte un petit peu ou dans une région un peu pluvieuse, ça ne marche pas. Donc on a voulu d'abord répertorier quelques chiffres. Donc une des particularités du solaire thermique, c'est que c'est une énergie renouvelable qui est suivie. Et donc ça permet d'avoir des chiffres réels qu'on a observés sur diverses régions. Donc il est vrai que en Nouvelle-Aquitaine, il y a plutôt du soleil. Mais voilà, c'est bien de rappeler que quelle que soit la latitude, en fait, effectivement, il va y avoir des variations, mais lorsqu'on va lisser sur l'année, sur les 9 mois de l'année dans lequel on est dans finalement la production solaire de référence, on n'a finalement pas tant d'écart. Et donc, c'est une énergie qui restitue vraiment le rayonnement solaire de manière très très performante. Et on sait aujourd'hui, avec toutes les mesures qu'on a pu faire, qu'on est à entre 70 et 80% de restitution du rayonnement solaire. Ça, c'est de la restitution qui est directement utilisable puisqu'on va stocker évidemment cette énergie. Et donc on a ce recul depuis plus de 40 ans par rapport aussi à la qualité et à la durabilité des panneaux solaires. Donc ça, c'est aussi très important de le rappeler. Alors, on a souvent la réplique de la surchauffe lorsqu'on parle notamment avec certains maîtres d'ouvrage qui viennent nous parler donc de soucis qu'il y a pu avoir au niveau de l'installation qui ont vécu des soucis de surchauffe. Donc ça, on sait aujourd'hui qu'est-ce qui a pu occasionner ces soucis dans certaines installations. On s'est rendu compte premièrement qu'il a pu y avoir un problème de dimensionnement. Le problème de dimensionnement, il est lié soit à une mauvaise utilisation de logiciels, c'est-à-dire que notamment dans le neuf, certains bureaux d'études qui n'étaient pas formés correctement au solaire thermique, lorsqu'on a eu la réglementation thermique précédente, avec notamment tout ce qui était loi Cellier, etc., on n'avait pas encore les qualifications qu'on a aujourd'hui de bureau d'études, et certains utilisaient notamment le moteur de calcul de la réglementation thermique pour dimensionner leur installation. Et donc évidemment, c'est pas du tout fait pour ça. Et par rapport à ça, on a pu avoir des installations qui n'étaient pas dimensionnées sur des besoins, mais qui étaient dimensionnés sur combien je gagne de points par rapport à la RT. Ça, c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, tous ces soucis sont connus, et donc évidemment, les bureaux d'études sont au courant. Et ça fait partie des qualifications. Donc, il n'y a plus de raison que ça arrive. Deuxième problème qu'on a pu avoir sur les surdimensionnements, c'est des mauvais ratios de dimensionnement qui étaient utilisés. C'est-à-dire qu'on utilisait des chiffres qui, au départ, étaient peut-être utilisés pour dimensionner des chaudières fuel,
alors qu'en fait, lorsqu'on veut dimensionner une installation solaire thermique collective, on est sur des ratios de dimensionnement propres au solaire thermique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié avec le groupe Socol des relevés de consommation réelle dans toute la France et dans tous les types d'applications, donc le logement, l'hôtellerie, la santé, etc., les campings. Et on est parti de ce réel pour développer une fiche qui va présenter des ratios qui peuvent être utilisés pour dimensionner une installation en évitant un risque de surdimensionnement. Donc ça, c'est évidemment lorsqu'on n'a pas la possibilité de mettre en place des campagnes de mesure préalables, puisqu'évidemment, le meilleur moyen de dimensionner une installation, lorsqu'on est en rénovation notamment, c'est de pratiquer au départ une campagne de mesure et ensuite, par rapport aux ratios qui sont connus, de dimensionner son installation. Donc dans ces cas-là, évidemment, il n'y a aucun risque que l'installation surchauffe. Ensuite, on a le cas d'installations qui sont utilisées pour des applications particulières et où il peut y avoir par exemple des particularités saisonnières. Donc notamment tout ce qui peut être gymnase, école, lycée. Alors la première question à se poser, c'est est-ce que vraiment sur ce type de bâtiment, il est vraiment intéressant d'installer du solaire thermique? Si la réponse est malgré tout oui, dans ce cas-là, évidemment, on a aujourd'hui des technologies qui existent et qui permettent, lorsqu'il peut y avoir une période pendant laquelle on a moins d'utilisation, moins de puisage, mais qui correspondent éventuellement à une période dans laquelle on a pas mal de soleil. On a des capteurs qui sont développés et qui permettent de descendre en performance lorsqu'on atteint une certaine température, donc pour éviter justement les surchauffes. Et on a également, évidemment, la technologie de l'auto-vidangeable qui permet de ne pas avoir de fluide dans les capteurs lorsqu'on a atteint le maximum de stockage à la température désirée. Donc ces technologies-là, également, on a un recul assez important dessus depuis quelques années. Et donc ça permet d'offrir la possibilité d'utiliser du solaire thermique sans risque de surchauffe. Aujourd'hui, on est également en train d'étudier avec l'ADEME les solutions d'optimisation en fait, de la boucle d'eau chaude sanitaire, donc pour permettre aussi à la fois d'utiliser surplus entre guillemets de capacité solaire et en même temps de limiter des pertes dues au bouclage d'eau chaude sanitaire qui vont être communes en collectif à toutes évidemment les énergies qui peuvent être utilisées pour chauffer l'eau chaude. Donc ça, c'est une étude qui est actuellement en cours. Donc voilà, vraiment pour vous montrer que pas mal de choses existent, que ces questions-là, elles sont aujourd'hui à la fois bien connues, bien maîtrisées et avec des solutions techniques en face adaptées à chaque cas. La question de la place, donc c'est souvent une question qui revient. Alors c'est aussi parfois parce qu'il y a une confusion entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Parce qu'à kilowattheure produit égal, le solaire thermique prend beaucoup moins de place que du solaire photovoltaïque. Donc on a voulu ici donner quelques ratios. Donc, par exemple, pour une habitation de 15 à 20 logements, bon là on a pris Paris comme exemple pour donner un petit peu une valeur justement qui va peut-être avoir déjà un dimensionnement un petit peu important, puisque on va être sur des ensoleillements un petit peu moins importants. Et donc on va être à 20 à 25 mètres carrés pour 15 à 20 logements. Donc voilà, on n'est pas sur des surfaces très importantes, et ça c'est sur une toiture inclinée. Évidemment, l'emprise au sol, elle est à peu près du double, hein, donc on est sur des surfaces un peu plus importantes, mais voilà, ici vous voyez quelques exemples, c'est quand même une technologie qui s'adapte à l'environnement des toitures de manière assez simple, avec des moyens de les intégrer
sont assez variés. En chaufferie, donc on est entre 40 et 50 litres par mètre carré de capteur. Donc on part sur environ 1000 litres pour 15 logements. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans 1000 litres, c'est pas des gros volumes de stockage, et sachant que là aussi il y a une grande variété de solutions qui existent, hein, une quantité de modèles de ballons de taille et de volumes différents qu'on peut mettre ensuite les uns à côté des autres ou à divers endroits de la chaufferie. C'est relativement facile à organiser et à mettre en place. La question de la maintenance, c'est sans doute une des questions qui reviennent plus souvent, parce que on a identifié au niveau des exploitants parfois un manque de connaissance de la technologie du solaire thermique. Et par rapport à cette remarque, on travaille donc depuis plusieurs mois de manière assez proche avec les exploitants, notamment la FEDEN, et aussi avec donc un accompagnement ADEME pour accompagner les démarches à la fois au niveau de la formation des exploitants et puis pour rendre beaucoup plus facile la prise en main d'une installation par un exploitant. On s'est rendu compte qu'en fait, lorsqu'il y avait un problème avec la maintenance, qu'un maître d'ouvrage pouvait se plaindre d'un problème avec la maintenance, c'était essentiellement dû à deux causes. Premièrement, l'exploitant n'était pas suffisamment formé. Ou deuxièmement, l'exploitant n'avait pas en main les éléments essentiels pour lui permettre de bien comprendre comment fonctionnait l'installation. Et donc, pour résoudre ces questions, nous sommes en train de mettre en place un référentiel et un déroulé d'information, de formation, pour que les exploitants puissent donc se former. Et par rapport à la prise en main d'installation, nous avons donc la mise en service dynamique, qui est aujourd'hui une série d'outils que vous trouvez sur le site Sokol et qui permet, pendant la période de mise en service de l'installation, de s'assurer que tout est documenté. Donc on va avoir les schémas de principe, on va avoir l'étude, tous les ratios qui ont été utilisés pour le dimensionnement, les résultats qui sont prévus, et puis les premiers résultats des premiers mois de suivi de l'installation. Ça veut dire que l'exploitant qui est impliqué lors de cette phase de mise en service va connaître l'installation, va s'assurer qu'elle fonctionne convenablement, le suivi est mis en place, donc il n'a aucune surprise et ça facilite sa prise en main de l'installation et donc ça permet une fluidité dans l'entrée en vie de cette installation. Par rapport à ça, c'est également cette démarche, on l'appelle 100% confiance, parce qu'évidemment, ça permet l'implication des acteurs jusqu'à la fin de cette période de mise en service dynamique qui va durer entre 3 et 6 mois. Et donc, c'est vraiment une bonne garantie pour le maître d'ouvrage. Notre idée reçue, les logiciels de calcul, donc on a aujourd'hui aussi un très bon recul sur ce qui a été produit et ensuite justement ce qui avait été prévu. Donc on suit les installations, on compare le réel avec l'étude et on se rend compte qu'en fait les logiciels aujourd'hui qui sont utilisés par les bureaux d'études sont vraiment très fiables. L'énergie solaire, il est bon de le rappeler, que ce soit du photovoltaïque ou du thermique, c'est aujourd'hui la seule énergie qui propose vraiment ce niveau de suivi en temps réel. Donc ça permet d'avoir vraiment ce retour très précis des performances réelles des installations. On revient quelques instants sur un autre argument, la valorisation du solaire thermique dans la RT 2012. Donc on a été au niveau du groupe Sokol impliqué dès 2013 dans des questions concernant justement des paramètres qui étaient présents dans le moteur de calcul de l'RT 2012 et qui n'étaient pas des paramètres qui reflétaient techniquement la réalité du terrain. Et donc jusqu'à récemment, c'est-à-dire le début d'année 2017, les bureaux d'études, lorsqu'ils entraient les premiers chiffres pour les simulations de calcul réglementaire, écartaient très souvent le solaire thermique dès le départ, parce que les résultats qui leur sortaient directement des logiciels, en fait, n'étaient pas la réelle valeur
de ce que produisait vraiment une installation, parce que les paramètres étaient erronés. Donc on a réussi à travers d'études qui ont été faites, de montrer que les paramètres n'étaient pas les bons, à les faire changer. Et donc aujourd'hui, par rapport au calcul RT, le solaire thermique voilà, va apporter environ une quinzaine de points dans le calcul RT. Donc on a également une étude qu'on a menée qui va porter sur, donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Donc c'est le CRIGEN, qui est le laboratoire technique d'Engie, qui a réalisé une étude au courant de l'année 2016 jusqu'au début de par exemple une chaudière gaz. Le seul fait de rajouter du solaire thermique pour produire l'eau chaude sanitaire permet d'atteindre 20% de mieux sans avoir à toucher encore au bâti. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque donc ça a permis, cette étude, de comparer plusieurs types d'énergie. On a pris 2 types de logements, R+2, R+4, dans les 3 régions de la RT. Donc là, on a schématisé nord, centre et sud. Et on a donc simulé sur 20 ans qu'est-ce que ça a amené au niveau performance et à la fois au niveau coût. Et donc par rapport au calcul, donc, on arrive à 18 points apportés sur le poste chaud par le solaire thermique. Donc ça, c'est la moyenne. Et donc ça permet aujourd'hui d'avoir très facilement la possibilité d'atteindre ce niveau. D'autre part, une deuxième étude a été montée en parallèle, donc par Enerplan. Ça a été confié au cabinet ICAR, et donc ça a été fait conjointement également avec l'ADEME. Ça a permis de voir, là aussi, sur une période de 20 ans et sur un angle d'analyse d'un prix au kilowattheure. Parce que jusqu'à présent, on raisonnait beaucoup au prix au mètre carré. On s'est rendu compte que le prix au mètre carré, certes, il est important, mais ce qui va vraiment compter pour le maître d'ouvrage, c'est finalement combien de kilowattheures je produis avec mon installation solaire, combien elle me rapporte. Donc, si on compare par rapport à l'approche classique, qu'on a quand même prise en compte, on est entre 700 et 900 euros hors taxe au mètre carré de capteur, selon qu'on soit sur une installation de 50 ou de 100 mètres carrés. Donc là, en fait, on a eu la preuve, s'il en était besoin, qu'évidemment, au plus l'installation est importante, au plus le coût est optimisé. Et ensuite, dans les régions, donc on a regardé ce qu'on pouvait gagner. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, que le gain solaire en kilowattheure, il était dans le sud de 68%. Par rapport à juste le fait donc de rajouter cette solution solaire thermique pour produire l'eau chaude. Et quand on compare, on essaie de regarder un petit peu sur un autre angle, en imaginant qu'on soit resté tout au gaz, donc on soit resté sur cette solution tout gaz, pour produire l'eau chaude sanitaire, on a essayé de voir le fait d'avoir réalisé une installation solaire thermique pour produire l'eau chaude sanitaire, à quoi ça correspondait par rapport à ce qu'on va payer en chauffage à l'année. Et dans le sud, ça correspond à économiser plus que ce qu'on dépense en réalité au total dans l'année pour le chauffage. Donc la compétitivité par rapport à cette étude-là, si on la regarde sur 20 ans, hors aide, on est à peu près à 13 centimes d'euros le kilowattheure sur une installation plutôt de 50 mètres carrés. Et donc, c'est un chiffre qu'on n'a pas toujours l'habitude de regarder, encore une fois, puisque souvent on regarde le prix au mètre carré. Donc, une fois qu'on a ce chiffre en tête, donc on va le comparer
à nouveau au niveau de l'étude, sur un coût global sur 20 ans, là encore une fois on a considéré qu'il n'y avait pas d'aide, avec tout ce qui était la maintenance, etc. Et on se rend compte que finalement, alors là on a regardé dans le centre pour prendre une valeur médiane, le solaire thermique finalement sur 20 ans, c'est l'énergie qui va permettre d'atteindre ce niveau au coût le plus intéressant. Donc, dernière approche, le coût au kilowattheure annuel, si on ramène ça donc, à l'échelle de l'année, sur une installation de plus petite taille, entre 25 et 50 mètres carrés, on va être à moins d'1,50 € au kilowattheure. Et sur une installation, on va descendre au-dessous de l'euro du kilowattheure. Et là, on rappelle bien qu'évidemment, ça inclut le stockage de l'énergie, puisque évidemment, dans une installation solaire thermique, on a le stockage qui est inclus. Donc c'est pour ça aussi que le prix du mètre carré, il n'est pas facilement comparable, par exemple, à du photovoltaïque, où là, on a que le prix des panneaux, on n'a pas de stockage. Donc la durabilité, comme je disais tout à l'heure, comme on a un recul sur plus de 40 ans, on connaît la durabilité des capteurs. On sait qu'il y en a certains qui sont encore aujourd'hui en fonction et qui ont 30, 35, 40 ans. Et on sait aussi, évidemment, ça c'est important pour les réglementations qui se préparent aujourd'hui au niveau de la réglementation environnementale, la valeur en fait l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Et on sait que évidemment le recyclage sur du capteur solaire thermique il est total. Donc il n'y a rien de nocif dans ces capteurs-là. Et en plus, on a la chance en France d'avoir des fabricants, donc les capteurs sont fabriqués en France et en Europe pour la plupart. Dernière idée reçue, on nous dit bah non mais c'est plus intéressant aujourd'hui faire du solaire thermique. Donc les critères finalement ils sont différents dans le neuf et dans la rénovation. Dans le neuf, ça va être très impacté par donc évidemment la réglementation en vigueur, et dans la rénovation, ça va être plutôt le prix de l'énergie, le critère. Donc dans le neuf, c'est pour ça aussi qu'on a regardé cette étude, puisque par rapport au critère de la RT moins 20%, dont je vous parlais tout à l'heure, ça vous permet donc d'accéder à la fois au bonus de constructibilité, mais ça permet, dans certaines régions également, d'obtenir les aides de l'ADEME, puisque vous faites mieux dans le neuf, puisque vous faites mieux que la RT. Et donc ça veut dire que tout à l'heure, le prix qu'on avait hors aide, il se reconsidère. Donc ici, par exemple, si on reprend l'exemple d'une installation qui était tout au gaz, si on y rajoute du solaire thermique, on va arriver au niveau moins 20%, et en réalité, par rapport à ce qu'on aurait dû rajouter en coût de l'enveloppe, si on était resté tout au gaz, on va gagner 8 000 € dans le sud pour la promotion privée, et on va gagner plus de 15 000 € dans le centre si on est un bailleur social, puisque là, évidemment, on a des aides plus importantes au niveau de l'ADEME. En Nouvelle-Aquitaine, pour être éligible aux aides dans le neuf, il faut atteindre donc ce fameux moins 20% par rapport au niveau RT, et le biomax moins 10%. Donc, le bonus de constructibilité, pour résumer, c'est jusqu'à 30% du droit à construire. Et donc, voilà, cette étude montre que le solaire thermique permet de l'atteindre sans avoir à ajouter quoi que ce soit au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Tout ce que je vous ai mentionné depuis tout à l'heure, encore une fois, les outils dont je vous ai parlé, donc les ratios de dimensionnement, les outils d'accompagnement pour la mise en place de la mise en place dynamique, les logiciels de dimensionnement, etc. Ils sont disponibles sur le site Socol à toutes les étapes du projet, de la conception et dans le suivi d'exploitation de l'installation. Donc, par étape, vous retrouverez sur le site tous les outils, les logiciels, les fiches techniques, les fiches pédagogiques, les livrets techniques et livrets pratiques de mise en service dynamique, des outils pour aider à mettre en place le suivi, des contrats types, tout ce qui est maintenance et suivi, etc. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous sur le site
Et puis, vous pouvez, en quelques clics, vous abonner également à la newsletter Sokol, recevoir les informations pour tous les outils. Voilà, donc je vais vous redonner la parole. Donc là, j'ai réactivé vos micros. Si vous souhaitez me poser des questions, c'est à vous. Je vous entends pas du tout là. Ah, alors, là, il y a une question. Pour bénéficier du fonds chaleur, faut-il un installateur Calisol? Alors, en fait, la première qualification qui est demandée par l'ADEME, et là, je laisserai peut-être l'ADEME répondre aussi, c'est le bureau d'études qui doit être qualifié 2014. Donc, c'est une qualification RGE de l'OPQIBI. Et dans certains cas, il peut y avoir également des aides qui se font lorsque l'installateur est Calisol. Ça, c'est un peu en fonction des régions. Donc, au niveau de la DR-ADEME, je ne sais pas si... Oui, donc au niveau des aides dans le cadre du fonds de chaleur, effectivement, ça c'est un critère national qui est valable pas qu'en Nouvelle-Aquitaine. On a une exigence d'avoir des professionnels qui soient qualifiés RGE dans chacune des thématiques. C'est vrai pour le solaire thermique, mais c'est vrai aussi pour les autres ENR. Et donc effectivement, pour le solaire thermique, pour que l'ADEME puisse apporter des aides dans le cadre du fonds de chaleur, il faut effectivement que le professionnel soit qualifié RGE solaire thermique ou équivalent. La plupart du temps, effectivement, c'est des qualifications de type OPQ-IBI. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de l'OPQ-IBI l'ensemble des professionnels qui sont agréés avec cette qualification-là. Et bon, pour l'instant, l'exigence, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, dans l'équipe en tout cas de maîtrise d'œuvre ou dans les installateurs qui soient qualifiés RGE. Tout le monde n'est pas, enfin, il n'y a pas obligation que tout le monde soit RGE dans l'équipe, mais il faut qu'il y ait au moins une des entreprises qui soit RGE, effectivement. D'autres questions? Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Pour avoir suivi quelques dossiers solaires en fait ces dernières années en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que ce qui a été dit dans la présentation est totalement vrai, c'est-à-dire que le solaire thermique fonctionne correctement à partir du moment où il est correctement dimensionné. Et c'est vrai que le point crucial sur lequel il ne faut pas se planter, c'est vraiment l'estimation de la consommation d'eau chaude au départ. Et c'est vrai que, comme ça a été dit, une mesure, c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir estimer correctement cette consommation d'eau chaude. Et si on a un doute, enfin en tout cas moi c'est le conseil que je donne, et je sais que Taher, mon collègue qui est plus spécialisé sur le solaire, je pense que il a le même discours, quand on a un doute sur la consommation d'eau chaude réelle, il vaut mieux la sous-dimensionner un peu pour s'assurer que l'installation solaire fonctionnera correctement, quitte à dégrader un petit peu le taux de couverture au final. Mais au moins on est plus tranquille sur le fonctionnement. Et d'ailleurs, les ratios Sokol, ils partent de ce principe-là, en fait. Et deuxième petite remarque par rapport au schéma Sokol, justement, d'autres soucis aussi ont pu être rencontrés quelquefois avec des bureaux d'études qui essayent de faire des installations un petit peu exotiques entre guillemets en essayant d'optimiser soi-disant la production de l'installation. Concrètement, plus on fait compliqué, plus ça a des chances de se planter. Donc moi, ce que je conseille, et c'est ce qu'on indique aussi d'ailleurs dans les dossiers qu'on finance, c'est qu'il faut respecter les schémas Sokol qui sont généralement les schémas les plus simples et les plus efficaces. Donc pas chercher midi à 14 heures. Vous regardez dans la schémathèque Sokol ce qui correspond par rapport au projet que vous avez à mettre en œuvre, et là au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. Tout à fait. Donc ces schémas aussi, on les retrouve sur le site. Et d'ailleurs, ils sont inclus dans tous les documents fonds chaleur de l'ADEME. Il y a d'autres questions? Est-ce que ça répondait à certaines questions que vous posiez éventuellement?
de toute façon, si vous avez des questions par la suite, hein, vous pouvez tout à fait les poser. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, puisque vous avez mon adresse, puisque je vous ai envoyé le lien. Donc surtout, n'hésitez pas, s'il y a des questions par rapport aux outils Socol, par rapport à des éléments qui ont été donnés aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. D'autres questions? C'est clair? Bon, bah écoutez, si personne n'a de questions, en tout cas, moi je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt, et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, à nous contacter et à nous solliciter. Oui, donc au niveau de la présentation, on va vous proposer alors le replay en fait de la session qui sera mis sur la chaîne YouTube. Donc je vous enverrai le lien. Je pense que peut-être la question qui a été posée par rapport au fait de pouvoir récupérer le diaporama, c'est peut-être pour pouvoir le réutiliser dans une présentation, parce que c'est vrai que c'est comme plutôt pas mal, ça répond à toutes les idées reçues, et quelquefois peut-être devant des élus ou des collectivités qui sont un peu réticentes, ça permet de répondre à certaines questions, Ouais. et il est plutôt bien fait. Donc c'est vrai que s'il y avait peut-être possibilité de le récupérer sous forme en PDF ou PowerPoint ou autre, Oui. ça peut peut-être être intéressant pour les animateurs qui sont en lien. D'accord, ben, je peux vous l'envoyer, pas de souci. Et puis oui, on n'avait pas prévu, mais pourquoi pas de mettre en lien la page région Nouvelle-Aquitaine sur le site Socol, pourquoi pas. Ouais, pas de souci. Ok. Alors, il manque quelques au niveau des temps de retour. C'est un peu compliqué parce que c'est tellement variable. C'est vraiment au cas par cas en fonction des besoins, en fonction justement du dimensionnement qui va être choisi par rapport au taux de couverture, en fonction de la taille de l'installation. Donc par contre, sur ce que je peux vous donner pour vous aider, vous avez un logiciel qui est là aussi sur le site Socol en accès gratuit, qui s'appelle le logiciel Outisol. Et vous pouvez même y accéder si vous avez une tablette avec un accès Internet en temps réel pour faire des simulations. C'est un premier outil donc de faisabilité technico-économique. Il donne une notion du temps de retour. En plus, il intègre les aides ADEME, donc avec la méthode fond chaleur à jour. Voilà, donc vous allez sur le site Socol, vous regardez Outisol et vous jetez un petit coup d'œil, vous faites la simulation, vous allez voir, c'est très très simple, en quelques clics, vous avez une première idée du temps de retour. Je sais que ce logiciel, on a eu un retour au niveau de l'ADEME en Corse, et c'est très utilisé, apparemment, c'est très apprécié en fait, justement pour ce type j'allais dire de clients, mais voilà, d'interlocuteurs en fait. Juste peut-être une petite remarque supplémentaire qui est un petit peu en lien avec le temps de retour. Pour avoir rencontré très dernièrement un bailleur social qui se pose la question de refaire des installations solaires, ce qu'ils en avaient déjà fait auparavant. C'est vrai qu'il y avait notamment l'histoire du coût le coût de la maintenance qui les faisait tiquer un petit peu. Alors
c'est clair que quand on regarde des coûts normaux de maintenance sur une installation solaire, c'est pas forcément un vrai souci. Le vrai souci, c'est que quelquefois les entreprises qui sont sollicitées pour faire cette maintenance, en fait, ils plombent un petit peu les prix et ils sont un petit peu pas très raisonnables parce que certainement par méconnaissance ou autre. Et donc quelquefois, donc il faut peut-être sur certains projets être méfiant sur les coûts de maintenance qui peuvent être proposés par les entreprises parce qu'effectivement ça peut dégrader assez fortement le temps de retour de surinvestissement de l'installation. Mais en tout cas c'est pas un vrai problème si les entreprises proposent des prix raisonnables. Et c'est tout à fait faisable par rapport à la prestation qui doit être réalisée, parce que finalement la maintenance d'une installation solaire, si elle fonctionne correctement, c'est relativement minime, quoi. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai mentionné, j'ai un peu insisté dessus sur la diapo donc de la maintenance, parce que c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, le point qui est finalement le plus souvent identifié, puisqu'aujourd'hui on a quand même bien solutionné tout ce qui était ces couacs qu'il y a pu avoir au début, de surdimensionnement, de qualification du bureau d'études, de qualification des installateurs, c'est très bordé, c'est très connu, les ratios, les schémas, etc. Par contre, les exploitants, c'était un petit peu le dernier maillon de la chaîne, puisque voilà, on s'est rendu compte que soit ils n'étaient pas bien formés, soit ils ne connaissaient pas bien effectivement l'installation. Et donc, c'est vrai que ce coût qu'on a pu avoir important, c'était souvent, entre guillemets, une prime de risque qui était appliquée par l'exploitant, parce qu'il disait, ben moi je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne, cette installation, je ne la connais pas, je n'ai pas de données dessus. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle, tout à l'heure quand je parlais de la démarche de mise en service dynamique, ça permet de répondre à cette question, parce que l'exploitant, s'il est donc impliqué, même de manière en tant qu'observateur, pendant cette phase de mise en service dynamique, il a tout en main. Il sait qu'elle fonctionne, il sait combien elle est censée produire, il sait combien elle produit, il connaît le schéma, donc il n'a pas de raison de dire « Ah ben oui, mais vous comprenez, ben moi c'est normal, ma prestation elle est un peu plus chère parce que je ne suis pas sûre de trouver une installation qui fonctionne, c'est pas un argument recevable. » quoi. Et une fois que le suivi est en place, je veux dire, on est sur de la maintenance plutôt curative, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment voilà, mettez en place cette étape de mise en service dynamique et du coût d'exploitation, de fait, ils peuvent pas de raison qu'il soit important. C'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus. J'ai une autre question. La mise en œuvre, la même réglementation que les installations photovoltaïques en termes d'urbanisme. Donc là, apparemment, ils vous donnent des critères en kilowatts-crête. Alors moi, c'est vrai que selon les services d'urbanisme, certains font encore malheureusement la confusion entre le photovoltaïque et le thermique. Donc évidemment, non, c'est pas les kilowatts-crête, c'est réservé au photovoltaïque. Là, c'est vrai que là-dessus, nous, on ne peut pas vraiment agir parce que il faudrait une campagne d'information nationale au niveau des services d'urbanisme. Mais c'est ouais. Effectivement, dans le solaire thermique ne s'exprime pas en kilowatts-crête. Donc ça, c'est après au cas par cas à voir avec les services. Mais oui, ça peut être effectivement un souci, mais là, je vois pas trop. Donc on a une réponse là. Pour intégrer le coût d'exploitation, il suffit de passer un marché global conception-exploitation. Alors là aussi, bon, sachant que on essaye vraiment aujourd'hui par rapport à la démarche qu'on propose par rapport à Socol, d'avoir vraiment une fluidité quoi, qui est un lien tout au long, conception, mise en œuvre, exploitation, qu'il n'y ait pas de coupure et que les acteurs soient vraiment impliqués. Permettre aussi d'avoir... Donc là aussi, au niveau du marché, on va très prochainement avoir en libre accès, en téléchargement sur le site Socol, des clauses types et des éléments juridiques types pour intégrer la phase de mise en service dynamique au niveau des documents de marché. Donc ça, on suppose que ça va aussi vraiment aider et faciliter la mise en œuvre de cette mise en service dynamique.
Alors, pouvez-vous présenter les deux solutions techniques auto-vidangeable et absorption et préciser s'il y a une technique plus adaptée à l'usage de bâtiments? Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, c'est pas vraiment le but de faire des formations. Après, sur le site Socol, vous avez toute une explication sur l'auto-vidangeable qui explique bien la différence entre l'auto-vidangeable et le système sous pression avec des schémas et également avec les différences qu'il peut y avoir au niveau de la mise en œuvre, de la mise en service de ces installations-là. Donc là, en fait, juste rapidement, la technique auto-vidangeable, elle, en fait, les capteurs au niveau du revêtement vont être le même revêtement qu'en capteur sous pression. Par contre, les capteurs ne sont pas remplis en permanence. C'est-à-dire que lorsqu'on a atteint une certaine température au niveau du ballon, globalement, et donc que l'installation, le système, la régulation va considérer qu'on ne peut pas aller au-delà, et bien pour éviter que le fluide stagne à l'intérieur des capteurs et donc surchauffe, en fait le fluide va redescendre dans finalement un vase de stockage, un ballon de stockage. Donc c'est comme ça qu'on évite l'évaporation du fluide. Ça c'est la technologie de l'auto-vidangeable. Donc encore une fois, je ne vais pas vous présenter des schémas aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver, si vous voulez des explications techniques un peu plus précises, tout est sur le site Socol. Si vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mais tout est dessus. L'absorption, là, on est sur une installation sous pression. Donc le fluide caloporteur, il est présent en permanence à l'intérieur des capteurs. Par contre, l'absorbeur, en fait, l'absorbeur la surface d'absorption des capteurs, en fait, elle est conçue de telle façon que lorsque le capteur atteint une certaine température, avant qu'il puisse atteindre une température trop importante qui ferait surchauffer et donc qui créerait une évaporation du fluide, eh bien le capteur baisse en performance. Donc ça veut dire qu'on va avoir finalement un capteur qui a un rendement inférieur et donc c'est comme ça qu'on va maîtriser le risque de surchauffe. Donc voilà, ce sont deux technologies qui sont différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais après en fonction du type de bâtiment, sur un usage saisonnier par exemple, on va avoir peut-être moins d'utilisation par exemple en été. Peut-être qu'on va plutôt choisir l'auto-vidangeable parce qu'on va garantir que le fluide est carrément absent du capteur dès que la température maximale est atteinte. Après, si on est plus sur des variations à l'intérieur de la journée mais régulières, peut-être que dans ce cas-là, on va plutôt partir sur un capteur spécifique. Après, chaque bureau d'études va juger en fonction du cas particulier de l'installation. Alors, y a-t-il des capteurs à éviter vers lesquels il est préférable d'éviter d'orienter les maîtres d'ouvrage lors de nos conseils pour éviter les mauvaises expériences et les frais de maintenance énormes? Il n'y a pas de capteurs à éviter. Hein. Les capteurs, évidemment, il faut qu'ils répondent aux normes, c'est-à-dire soit un avis technique du CSTB, soit une certification donc européenne. Mais ça, je crois que c'est précisé, bien entendu, aussi au niveau des aides du fonds chaleur. Hein, donc évidemment, choisir un capteur dont le rendement est certifié donc CST-BAT ou Solar-Timarc. Après, voilà, encore une fois, en fonction de l'usage du bâtiment, après on va partir sur des technologies adaptées. Mais si c'est un bâtiment avec un usage régulier où il n'y a pas vraiment de variations saisonnières ou importantes ou des risques de surchauffe, du moment où le capteur est certifié
il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, il y a pas, voilà, il y a pas de risque particulier. Et ensuite, les frais de maintenance, ils sont plutôt liés vraiment à une mauvaise connaissance de l'installation par l'exploitant. Donc vraiment le conseil à donner au maître d'ouvrage, c'est d'impliquer l'exploitant le plus possible en amont et donc de s'assurer qu'il soit bien formé au solaire thermique et de bien faire en sorte de mettre en place cette démarche de mise en service dynamique avec un suivi qui est mis en place dès le départ, dès que l'installation est mise en service. Et là, il n'y a aucune raison vraiment que les frais de maintenance soient élevés. L'installation, elle est connue, elle est suivie, donc l'exploitant, il a vraiment qu'à intervenir s'il y a un souci. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, il y a pas mal de fabricants de régulation qui proposent aussi des régulations qui permettent de faire certaines interventions de maintenance à distance. L'exploitant n'a même plus à se déplacer sur place, dans la chaufferie. Selon le type de problème qu'on va détecter, certains réglages peuvent être faits à distance par ordinateur. Donc tout ça aussi, vous avez sur le site Sokol, vous avez toute une série d'outils sur le suivi. Donc quel suivi conseiller en fonction de tel type d'installation, etc. Un catalogue du type de matériel et de services qui sont donc sur le marché avec des idées de coûts aussi, que vous pouvez avoir combien revient le suivi selon le niveau, selon la technologie qu'on choisit, selon le service qu'on choisit, et avec un cahier des charges aussi. Donc ça permet au maître d'ouvrage, là aussi, de savoir qu'est-ce qu'il va mettre dans son cahier des charges dès le départ, en fonction du type de suivi qu'il a choisi. Donc plus vigilant, pour pas qu'on lui mette en place, par exemple, un suivi disproportionné par rapport à ses besoins, et qui lui revienne beaucoup plus cher que ce dont il aurait besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a des suivis qui vont permettre d'alerter tout simplement en cas de problème et qui sont vraiment sur des coûts à l'année très faibles, quoi. Donc voilà, vous pouvez encore une fois aller sur le site, vous allez sur la partie suivi et vous verrez, il y a tout un tas d'outils qui permettent de bien comprendre les différentes options, les différents coûts et de bien conseiller à ce niveau-là aussi. Alors, est-il nécessaire de donner des objectifs à un exploitant type GRS? Alors là aussi, les documents dont je parlais tout à l'heure, qui vont être mis sur le site, il y a donc on va fournir des contrats types qui seront soit des types GRS, mais ça c'est vrai que la GRS c'est un peu plus coûteux, donc on va le conseiller sur des installations peut-être un peu plus grandes, un peu plus importantes. Sinon vous avez aussi le contrôle garantie de bon fonctionnement, donc qui va un peu moins loin que la GRS, mais qui permet de garantir quand même un bon fonctionnement. Donc, ces contrats-là, ils seront aussi sur le site Sokol très prochainement, donc vous pourrez vous les approprier pour conseiller les maîtres d'ouvrage à ce niveau-là. Alors, autre question. Un programme de financement d'installation en dessous du seuil inférieur à 25 mètres carrés fond chaleur est-il en préparation au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine? Alors ça, c'est plutôt à l'ADEME de répondre. Hein. Comme cela existe pour le bois énergie, appel à projet moins de 100 TEP. Oui, alors c'est pas moi qui pourrais vraiment le mieux répondre à cette question. J'ai cru voir qu'il y avait Émilie Albert qui était connectée aussi, donc elle devrait pouvoir mieux répondre que moi là-dessus. De ce que j'en ai compris, a priori pour l'instant, c'est un peu compliqué dans le cadre de la projet chaleur renouvelable de la région de descendre en dessous de 25 mètres carrés, mais il y a quand même a priori des réflexions qui sont menées au sein de la région. Mais je préférerais laisser Émilie répondre à ce sujet-là.
Mais après, au niveau des installations inférieures à 25 mètres carrés, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité, avec les contrats patrimoniaux, de Oui, grouper plusieurs petites installations si, tout à fait. ça, Il y a deux possibilités en fait au niveau du fonds chaleur, soit dans le cadre de contrats territorial ou patrimonial en fait de pouvoir grouper plusieurs installations pour atteindre le fameux seuil de 25 mètres carrés avec plusieurs opérations. Soit il y a une deuxième possibilité, imaginez que ça a été le cas d'ailleurs des discussions que j'ai pu avoir avec le bailleur social dont je parlais tout à l'heure il y a quelques jours. Eux, ils avaient plusieurs bâtiments sur un même site en fait, et sur chacun de ces bâtiments, ils vont faire plusieurs installations solaires, dont certaines qui font moins de 25 mètres carrés. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut grouper ces opérations-là pour pouvoir atteindre les 25 mètres carrés. Donc, mais par contre, il faut que ce soit comme des installations qui fassent individuellement plus de 15 mètres carrés. Donc on reste sur du solaire collectif et on ne pourra pas descendre. Nous, ça sera compliqué de descendre en dessous. Donc c'est la deuxième possibilité qui est d'ailleurs clairement inscrite dans le règlement fonds chaleur au niveau national. Mais sinon, en dessous, c'est vrai que pour nous, c'est même si certaines fois, ça peut être des installations qui sont tout à fait pertinentes, hein, parce que des installations collectives qui font 10 mètres carrés de capteurs peuvent être tout à fait pertinentes. Malheureusement, nous, en termes d'intervention, nos systèmes d'accompagnement du fonds chaleur ne sont pas prévus pour financer ce type de projet-là. Alors j'ai une autre question, avez-vous des retours, des sujets ou des expériences de réseaux de chaleur alimentés au solaire? Alors sur le site Socol, on a une fiche donc d'installation exemplaire, une fiche exemplaire. Donc vous pouvez regarder, on a aussi quelques éléments sur la page technologie, sur l'onglet technologie du site. Et vous pouvez aussi, alors je crois qu'on a mis des liens, regarder sur le site de Amorce. Parce qu'Amorce travaille beaucoup avec les collectivités sur justement les projets de réseau de chaleur. Donc on aura aussi peut-être prochainement des éléments sur le réseau de chaleur de Châteaubriand, puisque on n'a pas encore de résultats, mais on le suit, en fait on suit ce projet. Voilà, mais vous avez déjà une fiche. Alors je ne sais plus si c'est Juvignac ou si c'est celui de Toulouse, mais il y a un retour, sur un de ces deux réseaux de chaleur. Après voilà, je regardais aussi sur la page technologie, je crois qu'il y a des liens aussi sur des éléments pertinents par rapport au site Amorce. Juste si je peux me permettre de rajouter un petit point sur ce sujet, comme vous le savez pour certains d'entre vous, on organise au mois de novembre, le 21 novembre, une journée en fait sur les réseaux de chaleur alimentés avec des énergies renouvelables et il est prévu pour l'instant dans le programme qu'il y ait un témoignage justement sur le réseau de chaleur de Châteaubriand qui est un petit peu on va dire le premier gros projet collectif en France qui permettra d'utiliser du solaire thermique sur du réseau de chaleur. Donc, si vous participez à cette journée du 21 novembre, vous pourrez écouter ce témoignage de la ville de Châteaubriand sur le réseau de chaleur alimenté en solaire. Je pense avoir répondu à toutes les questions du chat. Alors l'étude dont je parlais tout à l'heure aussi, qu'on a réalisée sur le thème RT 2012-20%, on va avoir dans les jours qui arrivent une brochure de 12 pages en ligne qui est en fait un résumé de ces résultats. Et on va avoir une impression papier de ce livret qui résume les avantages vraiment qui ont été retrouvés par rapport à l'étude qui a été faite du solaire thermique sur les autres types d'énergie dans cette perspective-là. Et donc c'est assez intéressant, notamment par rapport aussi à ce bonus de constructivité de 30%.
Donc si vous souhaitez, vous, nous commander des exemplaires papier de ce livret, on va en imprimer quelques milliers, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me demandant le nombre d'exemplaires dont vous avez besoin et on vous les fera parvenir. Parce que ça peut être quelque chose d'intéressant à laisser aussi lorsque vous avez en face de vous. Ça a été fait aussi pour justement être assez pédagogique pour des personnes qui ne connaissent pas forcément cette énergie et cette perspective-là. Donc surtout, n'hésitez pas voilà, à nous demander des outils. Certains outils aussi que vous retrouvez sur le site Sokol sont disponibles en version papier, par exemple le flyer Sokol, le livret de mise en service dynamique. Donc tout ça, surtout, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous en avez besoin lorsque vous êtes en démarche vraiment en face à face avec les interlocuteurs, vous avez besoin de support papier. Donc ça fait aussi partie de notre mission voilà, d'information et d'accompagnement de la filière. Donc je peux vous envoyer les supports papier dont vous avez besoin. Alors, est-ce que la filière se dynamise? Y a-t-il beaucoup de projets qui sortent? Alors, on a depuis quelques années, malheureusement, la tendance elle est plutôt à la baisse, notamment par rapport au changement qu'il y a pu avoir au niveau de la réglementation thermique qui fait, alors c'est pas uniquement le solaire, c'est un peu toute la chaleur renouvelable parce que finalement la RT 2012 elle est moins exigeante que la version précédente, RT 2005. Donc on a moins de projets, notamment dans le neuf. En rénovation, on a eu aussi une baisse des projets parce que le prix des énergies fossiles a pas mal baissé. Ce qu'on note quand même, c'est que en 2017, à nouveau, on nous signale parmi les premiers éléments qu'on peut avoir que visiblement la baisse est en train de se stabiliser et même dans certaines régions, on a à nouveau un peu plus de projets que les années précédentes. Mais la dynamique, nous on pense qu'elle va se faire aussi justement parce que les maîtres d'ouvrage ne sont pas au courant de tout ce qui a été fait ces 3-4 dernières années par la filière avec ce plan de filière. Ils ne savent pas qu'il y a eu ces changements qui ont été opérés au niveau des qualifications, au niveau justement de la mise en place de garde-fous pour éviter ces petits soucis qu'il y a pu avoir de surdimensionnement. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on met en place ces webinaires. C'est pour que tout le monde sur le terrain sache que il y a eu vraiment une montée en compétence des acteurs au niveau des bureaux d'études, au niveau des installateurs, au niveau maintenant des exploitants qui sont en train de se mettre en place, qu'on a des outils qui sont mis à disposition, que le maître d'ouvrage, en mettant cette mise en service dynamique en place, se garantit sans aucun frais supplémentaire, puisque les outils sont à disposition gratuitement sur le site Sokol. Visiblement, voilà, on a tout fait pour que le projet se fasse en toute confiance. Et donc, cette nouvelle dynamique, c'est aussi aux acteurs sur le terrain à l'accompagner en ayant connaissance de ces outils, en ayant connaissance de toutes ces nouvelles choses qui font partie de la filière. Et donc, on commence à voir, alors dans des régions, notamment, tout à l'heure, je mentionnais la Corse, dans laquelle justement des démarches ont été faites avec un accompagnement très proche sur le terrain de l'ADEME, avec des personnes vraiment qui font cette démarche aussi vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, avec aussi cet outil dont je vous parlais tout à l'heure d'outil sol. Et là, on a vraiment à nouveau une reprise assez impressionnante d'ailleurs du nombre de projets. Alors évidemment, on partait de pas beaucoup, donc en mètres carrés, c'est pas non plus des milliers de mètres carrés, hein, mais en pourcentage,
Je crois que depuis 2015, c'est quelque chose comme 3 ou 4 fois ce qu'ils avaient, quoi. Justement en informant vraiment les acteurs, les décideurs sur le terrain de tout ce qui est fait, de tout ce qui a été fait, du fait que la filière s'est vraiment prise en main, s'est mobilisée. Et je crois qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a aucune autre filière au niveau des énergies renouvelables qui a fait autant pour monter en compétences, quoi. Et ça, voilà. Donc aujourd'hui, alors, la reprise, on n'a pas des chiffres sur 2017 encore, hein, mais on a certaines régions qui nous montrent à nouveau des projets à la hausse. Voilà. Donc, globalement, les projets solaires thermiques collectifs répondent aux besoins de CS. Existe-t-il des exemples d'installations solaires thermiques collectives pour le chauffage des bâtiments? Oui, alors ça, c'est encore une question qu'on est en train aujourd'hui de prendre en main. Nous, on n'a pas encore de fiches exemplaires sur du chauffage parce que on n'avait pas jusqu'à présent de système qui correspondait forcément à ce que nous, on avait en tant que schéma SOCOL. Et on ne voulait pas mettre en évidence des installations qui n'auraient pas eu l'aval, en fait, en quelque sorte, de schéma SOCOL. Donc par contre, oui, alors il y a eu au niveau du NTE, il y a eu des instrumentations là-dessus au niveau de l'ADEME, mais je ne pourrais pas vous donner les résultats parce qu'on n'a pas encore des retours précis au niveau chiffrage et donc on n'a pas pu faire de fiches là-dessus. Et je sais que par contre, par rapport à certaines installations qui ont été suivies par l'ADEME, il y avait des retours qui étaient plutôt positifs. Mais malheureusement, je n'ai pas encore de fiches exemplaires sur le site. Donc ça, peut-être, faut voir au niveau peut-être de l'ADEME, au niveau du NTE, là, s'il y a des choses qui sont diffusables. Nous, on l'a pas vraiment encore. C'est encore un peu trop récent, en fait. Si vraiment vous avez besoin d'informations sur ce sujet-là, peut-être que dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous remonter vos questions là-dessus. Et puis, je verrai avec mon collecteur qui est plus le spécialiste du solaire chez nous, savoir si on a des éléments qui pourraient vous être transmis en termes de résultats, parce que c'est vrai que on est moins dans le sujet de la diffusion comme on peut l'être sur le CS solaire. C'est vrai que quand on commence à parler de chauffage, là on est déjà sur des schémas qui vont être un peu différents, des dimensionnements un peu différents, et donc c'est déjà un peu plus spécifique. Moi là-dessus, je me sens pas tout à fait capable de pouvoir vous répondre. Donc si vous avez des questions vraiment précises, si vous avez des projets sur lesquels il y a une réflexion qui est menée à ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, et surtout, moi je vous mettrai en contact avec Taher qui sera le meilleur interlocuteur que vous puissiez avoir au niveau régional, quoi. Voilà, donc en fait, effectivement, là, ce qui est important, c'est que vous puissiez être un peu le vecteur de ce message, hein, que ces dernières années, il y a vraiment eu une mobilisation très importante de tous les acteurs, au niveau bureau d'études, au niveau installateur, au niveau exploitant, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait une démarche vraiment beaucoup plus équipe, entre guillemets. Et au travers de ce support qui est le livret de mise en service dynamique, ça permet finalement de graver dans le marbre un petit peu tout ça, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les acteurs du projet, ils sont là tout au long du projet, et le maître d'ouvrage, vraiment, il a cette assurance que les différents interlocuteurs techniques sont présents lors de cette mise en service dynamique. Et donc, vraiment, il a toute confiance dans la mise en œuvre de l'installation, dans son démarrage, et donc forcément ensuite dans le reste de la continuité de la vie de l'ouvrage, il sait comment ça va se passer, quoi. Ça, c'est vraiment très important, et encore une fois, voilà, je crois qu'aujourd'hui aucune autre énergie ne s'est à ce point remis en question et ne s'est à ce point donné les moyens de garantir
la bonne, finalement, la bonne mise en œuvre de l'installation. Donc aujourd'hui, les outils sont là. Emparez-vous-en, si je puis dire. Connectez-vous au site. Et puis soyez vraiment le porteur de cette information pour rassurer, en fait, rassurer les maîtres d'ouvrage, les porteurs de projets qu'aujourd'hui, tout a été fait pour qu'ils puissent être vraiment se lancer dans un projet en toute confiance, à la fois techniquement, à la fois au niveau de l'accompagnement et voilà, je sais qu'aussi au niveau des DR, il y a beaucoup qui a été fait pour simplifier les dossiers fonds chaleur, pour accompagner. Enfin, vraiment, c'est tous les acteurs qui se sont mobilisés pour donner cette assurance aux maîtres d'ouvrage et qui puissent regarder le solaire thermique de manière différente, avec un œil neuf. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, au niveau financement, il y a le fonds chaleur et la région. Et au niveau de la région, il me semble que la dernière fois, lors du dernier webinaire, la région avait dit qu'il y avait quelque chose qui était en préparation pour accompagner aussi en plus. Il y avait eu une information au niveau de la région, comme quoi la région était en train de travailler sur un accompagnement supplémentaire, évidemment dans la limite du plafond européen. Donc ça, je pense qu'il faut vous renseigner directement auprès de la région. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en cours pour le solaire thermique. Ouais, je peux éventuellement, oui, confirmer ça. Émilie Albert a l'air d'être connectée, mais je ne sais pas si elle peut éventuellement évoquer le sujet. Mais en tout cas, effectivement, il y a un appel à projet chaleur renouvelable qui est en cours de préparation à la région et qui permettra de financer à la fois les chaudières bois de moins de 100 TEP, comme c'était déjà le cas dans le précédent appel à projet, mais aussi des installations solaires thermiques et de géothermie. Par contre, je ne connais pas exactement la date de parution de ce nouvel appel à projet. Ça devrait être ça devrait se faire assez rapidement, je pense, mais je ne connais pas la date. Donc, si Émilie pouvait prendre la parole, peut-être qu'elle pourrait donner des indications plus précises. Allô? Ah, il y a quelque chose. Il est possible d'intégrer. Il y a une réponse. Il est possible d'intégrer du solaire thermique dans les contrats de développement territoriaux et patrimoniaux en mutualisant plusieurs installations. Oui, ça on l'avait. On pourrait atteindre le seuil de 25 m² comme en bois énergie. Ah, elle dit j'ai un problème de micro. Est-ce qu'éventuellement il est possible? Peut-être que du coup, moi ce que je peux faire, c'est lui fournir la liste des participants, les adresses mail, et puis qu'elle envoie l'information par mail à tout le monde. Je pense que ça intéresse tout le monde. Il y a le FEDER aussi qui participe toujours sur ces projets. Je pense qu'il peut éventuellement effectivement y avoir du FEDER, mais moi je pense que le FEDER va plutôt être positionné sur des gros projets, donc des grosses installations. Donc en solaire thermique, ce sera peut-être certainement un petit peu moins souvent le cas. Ah, Émilie indique que l'appel à projet devrait sortir d'ici octobre. Donc vous voyez, ça va être très prochainement. C'est bientôt. La semaine prochaine alors. On attend ça. Bon, très bien. En tout cas, c'est imminent.
toute façon, si vous avez des questions là-dessus, je pense que les contacts à la région sont Émilie Albert et sa collègue Isabelle Nerbesson, que vous connaissez certainement tous pour la plupart. Donc n'hésitez pas à les contacter. Ah, il y a une réponse d'Émilie sur le FEDER a priori. Donc pour l'ex-Limousin, c'est plafonné à 10 000 € de subvention, donc pour des gros projets. €, ouais. En fait, en fonction de la taille, il y a différentes manières d'approcher les subventions. Il y a aussi l'appel à projet grandes installations de l'ADEME, pour ce qui est vraiment pour les grosses installations, quand on parlait aussi tout à l'heure des réseaux de chaleur. Tout à fait. Ça, je pense en fait, la réponse, elle est vraiment en fonction du projet. Il faut, je pense vraiment se rapprocher de l'ADEME qui oriente vraiment sur le type d'aide appropriée en fonction de la taille du projet, voilà, du type de la technologie. Je crois que le message il est clairement là, c'est-à-dire que si vous avez des projets solaires thermiques sous le coude, n'hésitez pas à nous contacter à la fois l'ADEME et la région. De toute façon, on travaille conjointement ensemble. On regardera comment optimiser au maximum les aides qu'on peut apporter sur ce type de projet à partir du moment où il nous paraît pertinent du point de vue technique et du point de vue environnemental. Et nous, de toute façon, on s'arrangera avec la région puisqu'on travaille, assez étroitement ensemble sur ces sujets-là pour faire en sorte qu'on optimise le financement derrière et en tenant compte bien évidemment aussi de nos disponibilités budgétaires. Donc voilà, si vous avez des projets, s'ils respectent les critères, ils pourront être financés et donc contactez-nous et nous on essaiera de voir comment répondre au mieux à vos demandes. Bon, écoutez, en tout cas, merci de votre intérêt par rapport à cette question. J'espère que ça vous a apporté un peu des éléments nouveaux pour vous aider dans vos démarches au quotidien. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à aller sur le site, à nous solliciter, à réclamer des documents pour vos besoins de travail. Et puis peut-être à une prochaine fois. En tout cas, nous, on est prêts à intervenir à nouveau s'il y a des besoins spécifiques, des questions particulières ou peut-être des approches avec des questions un peu plus techniques sur les technologies auxquelles on pourrait répondre. Voilà. N'hésitez pas à solliciter l'ADEME et puis nous, on sera là pour répondre à vos demandes. Merci de votre participation. Peut-être à bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et